I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Jam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Ja sam europeanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Esu europiete. Sunt cetățean al Europei. Ja građanka Evrope. Ja громадянка Європи. Esu europiete. Moi, je suis un citoyen européen. Bonjour, vous écoutez European Citizens Radio et je suis Marie-Hélène Caillol. Pour la première fois, je vais animer une de ces émissions depuis Paris, où j'ai le plaisir donc d'accueillir Sven Frank, qui est tête de liste du parti Volt France pour les élections européennes qui arrivent l'année prochaine. Donc merci Sven d'avoir accepté mon invitation. Merci et bonjour. Bonjour, enchantée. Enfin enchantée. Et voilà, vous êtes tête de liste donc du parti européen, transeuropéen Volt, en vue donc de l'élection qui aura lieu l'année prochaine, élection européenne. Vous êtes vous-même allemand, mais vous avez été vice-président, coprésident de Volt France pendant 2 ans, je crois. Donc là, vous avez été élu tête de liste avec votre collègue Graina, dont vous nous parlerez peut-être, qui elle-même est de quelle nationalité? Franco-bulgarienne. Franco-bulgare, d'accord. Donc vous-même, vous êtes donc allemand, vous travaillez dans le domaine des technologies en étant éditeur de logiciels, je crois, mais vous êtes impliqué donc en politique européenne depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à la fois sur votre parcours politique européen, depuis quand, pourquoi vous vous êtes engagé, puis bien sûr sur ce profil très européen que vous avez voilà, et qui m'amène à me demander s'il faut combiner autant de caractéristiques de transnationalité pour pouvoir être citoyen européen. Mais déjà, dites-moi en plus sur vous. Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà dit, je suis allemand, j'habite à Lille depuis 2012. Côté professionnel, vous avez bien mentionné, je gère des projets de recherche, soit français, soit européens, pour un éditeur de logiciels libres. Donc, c'est aussi un travail, disons, très dans l'esprit de l'Union européenne, où il faut toujours travailler avec plusieurs partenaires dans plusieurs pays. Nous avons aussi une volet encore plus politique, où nous essayons de réunir dans toute l'Europe les créateurs de technologies, du cloud et des télécommunications, pour nous faire connaître, pour dire il y a un monde après les grandes entreprises américaines et d'Asie qui existent aussi en Europe, qui méritent aussi d'exister. Voilà. Côté Volt, je suis maintenant un membre depuis 2018. Donc depuis 5 ans, oui. Oui, donc j'ai trouvé Volt, c'était après le premier tour des élections présidentielles en 2017, et le deuxième tour d'Emmanuel Macron contre Le Pen, où je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen allemand qui n'a pas la nationalité française, donc je ne peux pas voter ou renforcer le Front républicain. Donc j'ai commencé de m'intéresser plus actif sur la politique au lieu de voter, qui je fais toujours. Mais je pense que quelques mois après, j'ai trouvé Volt par hasard. Je me dis, OK, c'est la première fois qu'un mouvement, un parti politique m'a parlé de mes convictions, de mes idées d'une citoyenneté européenne. Donc, je suis allemand en France, ma femme est d'origine slovène, donc je pense je représente qu'est-ce qu'on peut dire une citoyenne européenne. Et donc, c'est la première fois que je me suis inscrit pour un mouvement et parti politique à l'époque. Et nous avons, à l'époque, en 2019, essayé de participer aux élections dans le maximum de pays possible. Je dis toujours très motivé, mais aussi très naïf, parce que ce n'est pas facile. J'espère que nous aurons l'occasion aussi d'expliquer un peu plus dans cet après-midi les éléments importants. Et depuis ça, pour nous, aussi pour moi, c'est un engagement à long terme. Donc pour moi, je dis toujours, c'est comme planter un arbre ou voilà. Donc il faut du temps pour être actif dans la politique et pour changer la politique et aussi pour
nous espérons changer l'Europe et la société. J'étais coprésident les derniers 2 ans. Nous avons le règlement à l'interne. On ne peut pas être coprésident et tête de la liste. Donc, une fois mon mandat était fini, je me présentais à l'interne aux élections pour devenir tête de liste. Ça fait maintenant 3-4 semaines. Bravo, toutes mes félicitations. Cette élection méritée, voilà. Oui, tout à fait. Et voilà, et donc maintenant, c'est le grand aventure des élections européennes. Oui, donc du coup, pour vous, c'est une première expérience. Finalement, vous êtes arrivé après la première campagne qu'a faite. C'était la première campagne de Volt Moi, disons, le premier vrai campagne pour les élections européennes en 2019. Volt France a été fondé, mais il y a dans chaque pays des exigences à remplir pour pouvoir participer à une élection. En France, même offrir à l'époque un compte bancaire, si vous êtes un nouveau parti, le banque dit a priori non. Donc, nous avons à l'époque allé d'une banque à l'autre. Aujourd'hui, si nous avons un refus en écrit, on peut aller vers la Banque de France qui va désigner une banque qui ouvrir un compte bancaire ou un compte pour la campagne. Mais à l'époque, je dis naïf. Comme avant, nous n'avons pas su que c'est possible. Et donc, à l'époque, c'était déjà la fin pour notre campagne en France. Donc, nous avons commencé et après arrêté parce que pas possible. Pas possible, d'accord. Mais donc, il y a des lois qui ont changé, qui favorisent un petit peu plus quand même ces actions de campagne transeuropéenne. Enfin, je sais que ça fait longtemps qu'on réclame des statuts d'associations européennes, qu'on n'y arrive pas, de partis politiques transeuropéens qui sont maintenant, enfin, ont été reconnus par le Parlement européen, ont été acceptés. Mais est-ce que derrière, il y a des législations qui favorisent un petit peu, ou est-ce que ça reste extrêmement compliqué? Ça reste extrêmement compliqué, parce que même si le Parlement européen, comme vous avez dit, passer de législation sur la harmonisation des élections européennes. Je pense qu'il y a 1 an, mais il y a un grand délai entre quelque chose qui se passe au niveau européen et l'adaptation et la ratification au niveau national. Donc même si c'était discuté de faciliter, par exemple, les informations pour s'inscrire aux listes électorales pour les citoyens européens, il y a 15 millions dans toute l'Europe, comme moi, Allemands, qui peuvent voter en France, mais la plupart des citoyens européens ne savent pas qu'il y a la possibilité de s'inscrire aux listes électorales. C'est tout en français, donc il y a une gamme de propositions qui ont été passées, mais je vois déjà que c'est trop tard pour vraiment faire la différence ou pour faire une différence. En tout cas, en 2024, on est toujours. Mais vous êtes justement, Volt fait partie de ces acteurs qui quand même émergent et qui portent au moins. Voilà, même si pas encore forcément, ça paraît peut-être illusoire de participer au changement de l'ensemble du projet européen de la réforme, etc. Mais au moins sur ces petits points-là, d'arriver à ouvrir des petites portes pour permettre aux citoyens de plus s'engager et petit à petit arriver à faire une différence. C'est ça un petit peu l'idée de Volt. Et même cette harmonisation de loi électorale, c'était poussé par notre eurodéputé. Parce que nous avons réussi en 2019 de faire élire une eurodéputée en Allemagne qui travaille depuis maintenant presque 5 ans pour nos objectifs communs. Et ça reste toujours un objectif important pour nous, que s'il y a une élection européenne, on ne peut pas faire 27 élections différentes. Dans un pays, vous pouvez voter avec 16 ans, dans l'autre pays avec 18 ans. Dans un pays, il faut 5% pour être élu, dans l'autre, il n'y a pas de seuil minimum. Donc, pour créer une identité européenne, aussi dans l'échelon électoral, c'est nécessaire qu'une élection européenne, ce n'est pas une élection nationale dans chaque pays, mais une vraie élection européenne. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Je vais me permettre d'intervenir un petit peu dans l'échange. Je ne suis pas journaliste, je suis moi-même une activiste, une ancienne activiste européenne. J'ai travaillé pendant 20 ans aux côtés de Frank Biancheri, qui non seulement est un des pères fondateurs du programme Erasmus, mais surtout lancé les premiers partis politiques transeuropéens. Et lui, il a commencé ça en 89. Donc c'est quand même...
Un constat qui, pour moi, personnellement, du haut de ce long parcours à essayer de démocratisation, tenter de démocratiser l'Europe, quand même un petit peu triste de voir combien toutes les résistances qu'il a pu y avoir à effectivement cette arrivée vraiment au niveau européen des citoyens européens qui sont restés pour l'instant collés au niveau national alors que de plus en plus de décisions se prennent au niveau européen et qu'il y aurait eu une vraie opportunité de faire progresser non seulement l'Europe, de lui donner les moyens de s'adapter à la réalité qui n'est que faite de ses citoyens, mais aussi de mettre à niveau le concept de citoyenneté même en fait. Un citoyen européen est forcément un citoyen mieux sachant, mieux agissant qu'un citoyen national. Donc 30 ans, on va dire, moi, de mon point de vue, il y a eu une 30 années perdues. Et quand je vous écoute, effectivement, je me dis que vous avez finalement plus ou moins toujours les mêmes difficultés. Peut-être quand même, qu'est-ce que vous verriez comme différence positive, je dirais cette fois-ci, entre la situation, le contexte dans lequel nous, on a opéré à partir de 89 pour essayer de créer des partis politiques transeuropéens, mobiliser les citoyens, convaincre les institutions, obtenir des lois, etc. Et puis aujourd'hui, est-ce que quand même, d'ailleurs vous avez eu plus de succès que nous, vous avez quand même réussi à avoir je crois, un député en 2019, et aujourd'hui, et donc voilà, donc il y a quand même des vraies différences. Voilà, comment vous verriez ces différences en 30 ans, malgré tout? Je pense que l'Europe est plus dans la connaissance de citoyens. Peut-être pas avec une identité européenne, mais c'est néanmoins sur les radars. Donc je pense, ou je me souviens aussi, il y a 30 ans, à l'époque, en Allemagne, le Parlement européen, c'était plutôt une maison de retraite pour les politiciens au niveau national, où on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Bon, à Bruxelles. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de volonté aussi, plus de nécessité pour nous d'avoir des personnes compétentes, aussi, comme vous l'avez dit, avec une horizon européenne qui comprend les enjeux, qui comprend l'importance d'une Union européenne, qui peut aussi militer pour faire avancer le projet européen. Donc, disons, je pense, il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de connaissances, je l'espère, pour les projets européens et pour la nécessité. Aussi, si nous prenons tout ce qui se passe en dehors de l'Europe. Donc, comme j'ai dit, il y a une nécessité d'agir en tant qu'Union européenne, ou unie, disons comme ça, au minimum unie, parce que nous avons aujourd'hui les grands blocs des États-Unis, la Russie, la Chine. Seuls comme État membre, je pense que ça va être de plus en plus difficile de se faire entendre, d'avoir une influence sur le niveau géopolitique. Donc nous sommes plus ou moins obligés de penser européenne. C'est maintenant le travail que nous aimerons aussi avec World Fair, d'avancer vers une Europe qui peut être un acteur géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, le projet européen, aussi personnellement, c'est plus une union économique et il manque la dimension démocratique et des autres dimensions. Et il faut commencer de réfléchir comment le mettre en œuvre et comment avancer avec l'Union. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, voilà, on a changé de génération, vous travaillez, je crois que dans l'ensemble, vous avez beaucoup de jeunes. Quel est l'âge moyen des militants de Volt en France, en Europe? Est-ce que c'est à peu près pareil, d'ailleurs? Au niveau européen, c'est 32. 32, l'âge moyen? Oui. Ouais. Et en France? En France, je pense peu plus, mais pas beaucoup. Donc je pense qu'on est dans les moyennes aussi. Donc il y a cet aspect générationnel qui m'intéresse. Une moyenne à 32, c'est pas si jeune que ça en réalité. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les nouvelles générations, même il y a finalement plus de gens qui s'intéressent de citoyens européens potentiels, parce qu'en fait, en même temps, je trouve que d'une certaine manière, à la fois l'Europe est omniprésente, bien sûr, toutes les crises qu'on connaît ont une dimension européenne, donc tout le monde parle d'Europe, donc logiquement, ça doit effectivement éveiller une conscience citoyenne européenne, notamment chez les jeunes citoyens, mais en même temps, on a aussi l'impression qu'il y a une Europe qui se referme, qui fait qu'on a une forme de repli sur les États membres, qui réenferme un petit peu les citoyens, y compris d'ailleurs avec Internet.
Et en même temps, on a l'impression que là où il y a de la mobilisation chez les jeunes, c'est plutôt sur des enjeux globaux. Et c'est là que je me dis, comment vous arrivez encore à tenir, enfin à attirer à vous une jeune génération par rapport à ces caractéristiques que je viens de décrire? Et je le dis aussi sur la rue, si j'échange avec des personnes. Pour nous, une de nos idées principales de Volt, c'est de travailler au travers des frontières pour avancer sur les grands enjeux. Donc, le changement climatique, les droits sociaux. Je dis toujours, si juste une pays bouge seule, on ne va jamais arriver. Il faut travailler ensemble. Donc, si une personne de la jeune génération s'intéresse pour le climat, le changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai milité aussi moi-même depuis plusieurs années pour le climat, mais je trouve de manifester, ça n'est certes pas grand-chose, mais il faut, si on veut changer quelque chose, il faut aller vers la politique. J'ai l'impression que les gens avec que je parle, ils comprennent que c'est nécessaire d'entrer dans la politique si nous avons l'ambition de vraiment changer quelque chose. Parce que, voilà, sur la rue, c'est bien. On trouve les personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, mais ça ne touche pas l'échelon de décision où nous avons la chance de vraiment changer quelque chose. Et vous avez l'impression que vous les convainquez facilement que le niveau européen est un bon niveau d'action, même quand on a effectivement des problématiques qui paraissent globales, en fait? Oui, donc nous étions à Arras et Amiens le dernier week-end pour parler sur la rue avec des personnes pour intéresser à notre projet à Volt. J'étais surpris, même s'il y a des personnes qui niaient, par exemple, le changement climatique, où je me déjà dit, OK, ça va être compliqué. Mais à la fin, c'était une monsieur, je pense, beaucoup plus de 70 ans, et elle m'a dit, c'était bien d'avoir parlé parce que nous sommes d'accord, il faut rester unis dans notre diversité, il faut avancer avec l'Europe. Ça va être compliqué, mais c'est important. Je pense, oui, on peut parler. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait faire une remarque, c'est sur le changement climatique. Beaucoup de prétendus climato-sceptiques sont surtout des gens qui disent moi, je n'ai pas comment je peux faire quelque chose sur un sujet aussi vaste, inatteignable, en tant que petit citoyen mal relayé. Et c'est vrai que du coup, peut-être que c'est un moyen de réengager sur des questions environnementales. On sait qu'il y a un désengagement actuellement, hein, c'est notoire, du fait spontanément d'un sentiment d'impuissance. Peut-être qu'effectivement, des partis politiques trans-européens comme Volt, en montrant que par le niveau européen, il y a moyen d'agir un peu plus, enfin, il y a plus de moyens d'agir, peuvent réengager des gens sur des questions comme l'environnement, comme les grands enjeux globaux qu'on a sur la table. Parce que nous avons aussi c'est la différence principale aux partis politiques nationaux, nous avons un programme commun. Donc, de Chypre à Portugal, de Suède en Italie, nous avons le même objectif sur les grands enjeux où nous voulons trouver des solutions. Et c'est très différent aux partis politiques nationaux qui arrivent avec leurs idées nationales au parquet européen. Et puis, il y a les grandes discussions, comment se mettre d'accord. J'étais dans une conférence il y a une semaine. C'était aussi la santé des autres intervenants. Il faut les présenter comme une grande nouveauté de programme pan-européen. Donc, j'étais content de pouvoir dire, voilà, nous avons déjà un programme pan-européen. Et c'est maintenant pour nous une question, comment franchir les obstacles électoraux dans chaque pays pour commencer d'être élu. Et ça, je dis toujours, ça suffit déjà d'être une menace, d'être élu pour faire bouger les choses. Donc, je cite toujours notre député allemand qui nous a raconté une fois que le conservateur en Allemagne lui dit en passant, on va commencer de voler vos idées parce que les gens commencent à voter pour vous. Donc, c'est bien parce que ça montre que nous avons déjà un effet. Un effet, voilà, c'est ça. Voilà, donc, tout à fait. Une influence. Oui, une influence. Donc, juste en déviant une menace, on peut déjà faire bouger les choses pour que l'autre parti politique se dise OK, il faut faire attention parce que ce jeune mouvement Volt a peut-être la capacité de faire élire quelqu'un, donc mieux regarder leur programme et regarder s'il y a les idées qu'il faut prendre en tête et il faut garder peut-être. Ouais.
D'accord. Alors justement, ça nous amène un petit peu plus à... Je vais élargir le scope maintenant pour vous demander, mais je voudrais partir de vous déjà, avant de venir au programme de Volt, à Vision de Volt. Mais vous déjà, à titre personnel, Sven Frank, quel est votre constat, votre bilan, votre état de l'union, comment vous le formuleriez au jour d'aujourd'hui, à l'amorce de cette période de campagne? En chantier. En chantier. Disons, je ne connais pas en détail la vision de Jean Monnet, par exemple, au début, où il faut aller avec l'Union européenne, mais je pense que nous avons franchi la moitié de la route. Nous sommes dans un point où c'est probablement difficile d'avancer parce que nous avons l'unanimité. Et je dis aussi toujours qu'on ne va jamais nous trouver avec 27 gouvernements pro-européens. Donc, il faut trouver une façon comment faire avancer le projet européen parce que c'est quoi l'alternative? Donc, pour moi, c'est l'impératif, en fait, d'essayer de faire plus d'Europe. Oui, mais alors donc, je vous apprendrai rien en vous disant que l'Europe a quelques petits problèmes sur le dos et que du coup, elle est un petit peu, du point de vue d'un nombre croissant de citoyens, j'imagine, et de gouvernements, même si effectivement les gouvernements n'ont pas envie d'en sortir vraiment, parce qu'ils y ont intérêt encore, pas tous, de moins en moins d'ailleurs, ça c'est des questions qui vont quand même se poser. Mais bon... il me semble qu'il y a une tentation en ce moment de se dire que par le niveau européen, on est plutôt dans une certaine paralysie que dans une certaine capacitation. Et que peut-être de repasser, surtout quand on est par exemple en France, l'exemple est pertinent puisque donc, vous faites campagne dans ce cadre-là, des grands pays comme la France, l'Angleterre a fait ce choix-là, s'en sort beaucoup mieux que ce que les gens ont pensé. Nous, alors je dirige aussi par ailleurs le think tank, le laboratoire européen d'anticipation politique. Nous, on fait partie des premiers à avoir dit « Ne nous réjouissons pas trop vite d'une sortie du Royaume-Uni qui l'affaiblirait. Bien sûr qu'il va y avoir une période un peu compliquée à traverser, mais le Royaume-Uni s'est aussi redonné de la souveraineté, de la capacité d'action, et elle est en train de très bien l'utiliser, l'Angleterre. Je pense qu'il peut y avoir des tentations dans des grands pays comme l'Allemagne ou la France de se dire, est-ce que je suis plus puissant dans l'UE ou tout seul? Alors voilà, donc ces problèmes que l'Europe a tant de mal à résoudre, sur lesquels elle a tant de mal à être un acteur, vous parliez d'un acteur géopolitique, etc., alors que ça fait 40 ans que je fais de l'Europe bientôt, que je n'arrête pas d'entendre parler d'une Europe qui doit devenir politique, qui doit devenir démocratique, qui doit devenir un acteur géopolitique, et on n'y est toujours pas. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui être donner de l'espoir, outre Volt, bien sûr, pour imaginer que quelque chose se décante, qui soit de la nature d'une Europe fonctionnelle à nouveau? Je pense que les circonstances vont nous amener à soit trouver une solution, soit l'Europe va probablement cesser d'exister dans la forme où il existe aujourd'hui. Donc, nous avons les guerres dans toutes les frontières, presque. C'était aussi la pandémie du Covid qui a déclenché aussi pas mal de choses au niveau européen. Et je pense aussi avec le changement climatique, les enjeux sont trop grands pour une pays seule de trouver une solution ou une solution qui va fonctionner à long terme. Donc, c'est... Comme je dis, je pense que pour moi, comment dire, dans une façon, ça me donne espoir que les circonstances, même mauvaises, vont nous forcer à dépenser plus d'Europe. Mais d'un autre côté, il faut aussi pousser à long terme pour que les choses avancent. Donc, on ne peut pas dire on va attendre la prochaine catastrophe pour que les choses bougent. Et il faut aussi faire l'effort à long terme pour dire nous n'avons pas vraiment une autre option. Donc, nous avons discuté, par exemple, hier dans notre réunion à Lille, la loi immigration qui est en cours au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et le point principal pour nous, c'était la France fait quoi toute seule? Donc, on ne va pas répondre aux enjeux migratoires juste comme la France, parce que dans l'Union européenne, il y a 27 pays et il faut trouver une solution ensemble parce que sinon, ça va être difficile dans l'avenir. Oui, alors,
Pourtant, actuellement, c'est ce que font les États. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'effectivement, ils se protègent mieux à monter tout seuls leurs frontières qu'à attendre que l'Europe monte des frontières qui font peur. Parce que c'est vrai qu'une super frontière européenne, on n'en a pas non plus envie. Donc est-ce que finalement, des frontières mieux démocratiquement contrôlées, nationales, sont pas plus souhaitables pour essayer de contrôler ces flux? Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour nous, aussi en tant que Volt, c'est un enjeu où il faut trouver une réponse au niveau européen. Parce qu'il y a aussi l'obligation d'une solidarité entre plusieurs pays. Si nous voulons une certaine forme de stabilité au continent européen, il faut aussi prendre en compte que, par exemple, la Grèce, l'Italie, ils sont plus ou moins seuls avec la question migratoire. Donc on peut dire, bon, on s'en fout, c'est pas la France, mais à un moment... On peut se dire ça. Le problème, c'est que si on répond mal à toutes ces questions, c'est ce qu'on va se dire. Et donc c'est là qu'il faut arriver à revenir en performance, en compétence, en capacité. Donc si nous voulons, et pour moi et pour nous, le projet européen, c'est un projet de la paix et de la stabilité. Si nous voulons rassurer la paix et la stabilité, il faut aussi travailler ensemble. Donc bien sûr, c'est peut-être toujours plus facile d'agir seul parce que, bon, moins de pays il faut se coordonner, plus on peut, en théorie, avancer. Mais l'objectif, si nous regardons en tête que c'est la stabilité, il faut travailler ensemble parce qu'on va être toutes et tous perdants si l'Italie ou la Grèce nous sont presque déjà là parce qu'avec des gouvernements d'extrême droite, les effets ils déclenchent. La législation il déclenche, il faut garder en tête pourquoi nous avons cette Europe et pourquoi c'est nécessaire de trouver les solutions au niveau européen. Non, mais ça, de toute manière, tout à l'heure, vous disiez l'Europe pourrait cesser d'exister. Vous vouliez dire, bien sans doute, l'UE pourrait cesser d'exister. L'Europe ne cessera de toute manière pas d'exister. Et on a déjà eu des tas de projets, moi c'est ce que je dis toujours, l'histoire européenne n'est faite que de tentatives qui durent plus ou moins longtemps, d'arriver à stabiliser le continent par des alliances entre les monarques, des empires, des projets de communauté européenne qui se transforment en Union européenne. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se demander en quoi probablement les transformations systémiques majeures qu'il y a au niveau global et qui impactent inévitablement l'Europe, en quoi l'Europe est-elle en train de se transformer probablement et comment peut-on arriver à avoir une UE au centre de ça qui, au lieu d'être un frein à ces transformations, devienne un acteur positif de la transformation ou alors, effectivement, imaginez ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment, l'UE, c'est-à-dire ce carcan-là, peut-être va être amené à être remplacé par quelque chose d'autre, s'il n'arrive pas à se réformer. Ça, c'est nous ce que nous pensons à l'IP, et c'est les questions que nous nous posons, et en tout cas, c'est pour ça que je pose ça pour vous, en tant que tête de liste de Volt France. Est-ce que dans votre manière de penser l'avenir de l'Europe, vous intégrez aussi, et là, ce serait, je trouve, assez passionnant pour un parti politique transeuropéen comme Volt, effectivement, d'être déjà en train d'imaginer comment pouvoir capitaliser sur un choc éventuel qui pourrait arriver en Europe et qui serait une opportunité justement parce que vous êtes là, vous êtes prêts, vous avez du monde, vous avez des idées et voilà, ça permettra d'éviter, de réduire peut-être une période qui pourrait être chaotique si jamais il y avait ce que vous mentionnez, qui n'est pas à exclure, un effondrement qui prendrait, on ne sait pas encore quelle forme, mais du cœur de ce cadre UE spécifique, en sachant que l'Europe reste aussi tout un tas d'autres cadres. On a une EEA, on a des accords de libre-échange, enfin il y a des tas d'autres niveaux de la zone Schengen, on a plein d'autres niveaux en fait qui structurent les États européens entre eux et voilà, est-ce que ce chapeau actuel qu'est l'UE, voilà, s'il cède, est-ce que Volt est en capacité, vous pensez, de pouvoir penser la suite très vite? La suite, disons pour nous, ça sera le cas, il faut éviter. Oui, bien sûr, j'ai bien compris que vous étiez... Oui. On est tous plutôt pour la réforme que pour le choc. Exactement. Mais bon, à un moment, quand on voit les problèmes s'accumuler, on se dit... Mais, comment dire, il faut avoir des réponses aussi en cas de crise ou de choc externe. Donc, pour nous... Et je reste avec une de nos objectifs au début, il faut trouver une façon de travailler ensemble. Si je reste avec ça, et si nous avons une choc externe, n'importe quoi qui va mettre fin à l'UE d'aujourd'hui,
le principe va rester de dire il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Mais je pense que ça va être peut-être différemment. Si nous prenons l'Union du début à aujourd'hui c'est 27 États membres. Donc, de trouver une nouvelle façon de travailler ensemble entre 27, j'imagine que ça va être très difficile. Donc, on va probablement aller vers une réduction ou peut-être quelque chose qui s'appelle une Europe de plusieurs vitesses ou je ne sais pas quoi. Mais je pense nous sommes bien à 27 et il faut essayer de garder la formation comme il est. Voilà. Je ne pense aussi pas qu'un pays va soudainement dire on fait autre chose. Oui, mais alors en même temps, ça m'amène à vous poser la question de quelle est la position, la vôtre, mais surtout celle de votre, là pour le coup, par rapport au projet d'élargissement dont on entend parler en ce moment. Ouais. Vous dites une Europe à 27, mais on était 28 il n'y a pas très longtemps et on risque d'être je ne sais pas combien dans quelques temps en intégrant des pays en guerre, des pays qui touchent pas nos frontières, tout ça sans aucun projet de référendum citoyen pour savoir si les Européens sont d'accord. Et voilà, nous, en tout cas à l'IP, on estime que ça c'est quand même des dérives, on va dire, relativement autoritaires de la part de l'Union européenne, d'envisager des choses comme ça. Alors, bien sûr, ça va être voté par les États membres, sans doute le Parlement européen, etc. Mais il y a un moment où, quand même, c'est des transformations structurelles qui requerraient logiquement l'avis des citoyens européens. Que pense Volt de ces perspectives d'élargissement un petit peu extrémistes? D'un côté, nous plaidons pour avoir à terme une constitution européenne qui va remplacer les traités. Mais aujourd'hui, nous avons les traités et c'est les règlements à jouer avec. Et donc, pour nous, nous les regardons très critiques si la Commission européenne fait des propositions qui, plus ou moins, essayent de dépasser les traités. Parce que si on joue du foot et personne prend le règlement comment jouer pour sérieux, s'il n'y a pas d'arbitre, on ne va pas avoir un grand match de foot. Donc pour moi, la légitimité de l'Union européenne sont les traités. Et donc, je suis toujours plus attentif si je vois les propositions qui sont faites aux médias sur ces sujets. Mais aussi pour répondre à la question, nous sommes, comme je dis, suivons la discussion d'une Europe de plusieurs vitesses, mais pour nous, c'est plutôt une Europe de plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, si un État membre veut rejoindre l'Union européenne, on donne tout l'acquis, toute la législation européenne et dit « OK, débrouillez-vous ». Et une fois que vous avez adopté tout cet acquis européen, on va regarder l'adhésion à l'Union européenne. Et je pense pour nous, c'est trop de faire dans une étape. Donc, si nous voulons, et ça va être aussi figuré dans notre programme, que aujourd'hui, il ne suffit pas de rassurer la stabilité à long terme, il faut aussi travailler pour la paix et la stabilité en dehors de l'Union européenne. Et un moyen pour le faire, c'est une vraie perspective de rejoindre l'Union européenne. Et selon nous, ça devrait se jouer dans plusieurs étapes. Et avec chaque étape, donc une étape signifie qu'un pays est conforme à certains critères, l'Union européenne peut donner un peu d'accès aux bénéfices d'être dans l'Union. À la fin de ces étapes, c'est l'adhésion proprement officielle, mais il n'y a pas juste une étape. Pour nous, c'est important de les diviser aussi pour donner des objectifs atteignables avec des réponses concrètes dans une telle démarche. Et pour nous, c'est également important que ça fonctionne dans les deux directions. Donc, si un pays arrête d'être conforme avec certaines législations, il faut avoir aussi la possibilité de dire, OK, donc cet pays perd aussi certains bénéfices de l'Union européenne. Donc, bon, je sais où nous savons que ça ne va pas fonctionner sans un changement des traités qui existe aujourd'hui, mais j'ai aussi plus ou moins l'impression que, comme vous l'avez dit, il y a l'occasion aussi de discuter qu'est-ce qu'on fait avec les traités, parce que c'était aussi une proposition qui était passée au Parlement européen il y a quelques jours, quelques semaines. Donc, pour nous, c'est toujours l'opportunité pour militer, pour faire avancer le projet européen. Voilà. Mais j'ai aussi l'impression les questions, par exemple, de l'unanimité,
ça devient aussi de plus en plus visible dans les quotidiens de citoyens qui se disent « Ah, ok, unanimité, ça veut dire qu'on ne va pas très avancer avec un pays comme l'Hongrie. » Donc, comme je dis au début, je pense que l'Europe est plus dans la connaissance de citoyens lambda, beaucoup plus comme dans le passé. Voilà. D'accord, très bien. Alors, sur l'élargissement, donc, ça vous a amené à parler de ce projet central que vous avez, qui est donc d'obtenir aussi une constitution européenne. Quels sont les grands points là? Faites-nous un petit résumé des grands points importants, principaux du programme de Volt. Est-ce qu'il y a une différence entre le programme français et le programme européen? Et puis, qu'est-ce que vous avez ressenti dans la fabrication de ce programme, vous, personnellement, au-delà de ce qui a été retenu, comme étant le souci de vos troupes, enfin des gens qui s'engagent à vos côtés. Qu'est-ce qui les soucie finalement dans ce projet européen? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors déjà, on commence par excusez-moi, je fais toujours plusieurs questions à la fin. Je vais commencer par le programme européen et français. Ouais, voilà. Alors, comme je dis avant, nous avons un programme commun européen. Ouais. Puis l'objectif, c'est de le conjuguer ou décliner au niveau national et aussi de le remplir sur les façons qui sont... Bon, nous avons l'objectif d'avoir une subsidiarité, donc notre programme européen ne répond pas à tous les enjeux au niveau national et local, c'est plus à nous au niveau de le définir. Donc, le programme européen, c'est aussi un document vivant, donc il y a une procédure pour l'améliorer, comme pour mes projets de recherche au travail. Il faut toujours avoir plusieurs membres de plusieurs pays pour proposer une modification, un amendement, puis il y a une procédure pour le discuter, le clarifier, cherche de validation ça s'appelle Policy Shapers, donc c'est le spécialiste à l'interne au niveau européen sur certains sujets, et à la fin, il y a un vote des membres si les modifications sont adoptées ou pas. Donc, ce cycle, c'est toujours 6 mois, s'il n'y a pas de campagne électorale. Donc, maintenant, nous sommes dans la campagne électorale, donc nous avons aussi une synthèse de ce grand programme qui est notre programme électoral, parce que moi, je ne vais pas demander à tout le monde de lire 300 pages. Donc, c'est plus en synthèse. C'était une phase de 2 ou 3 mois où une première version du programme était présentée, puis nous avons lancé la phase des amendements. Donc, c'était plutôt quelque chose pour aller vers les soucis où le membre a validé le programme donc, en le lisant et aussi dit « Ok, il faut ajouter ça et ça, et peut-être en France, il faut quelques propositions sur cet angle ou cet angle. » Puis, même procédure, il faut chercher 50 endossements de au moins 6 pays différents pour faire passer un amendement au vote. Et je pense que la plupart des amendements qui ont été proposés ont été adoptés. Et maintenant, on va voter sur les programmes dans 10 jours dans notre Assemblée générale européenne. En gros, nous avons toujours 6 axes dans le programme. Une, c'est bien évidemment qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne, donc nos idées, comment avancer les projets européens. Le deuxième, c'est l'équilibre global, donc toutes les questions climat, migration, aussi agriculture. Le troisième, c'est l'État intelligent, donc quelle administration publique nous voulons à l'avenir. Après, c'est l'égalité sociale, donc tous les enjeux de l'égalité, la renaissance économique, donc une économie durable qui est en phase avec les enjeux climatiques. Le dernier, c'est la responsabilisation des citoyens, donc quelle forme de démocratie nous voulons, quelle forme de participation et d'implication des citoyens dans la politique. Et donc, autour de ces 6 sujets, le programme va se focaliser. Donc, c'était aussi un vote il y a 1 an à l'interne. Quelles sont nos priorités? Donc, le top 3 vont être la démocratie européenne, l'approvisionnement énergétique et le troisième, ça va être la défense. Donc, c'est les 3 points les membres ont voté. Donc, nous avons fait un top 10. Donc, les 10 propositions sur lesquelles il faut mettre accent aux élections européennes. Mais bien sûr, on va aussi
essayer de répondre à toutes les questions possibles, mais sur ces 3 enjeux, c'est pour nous le... Alors, du coup, je vais rebondir. On en a déjà un petit peu parlé, mais sur si vous me dites que c'est une très bonne nouvelle, qu'effectivement, la démocratie, c'est très logique à la fois, et en même temps, c'est bien de le mettre quand même, parce que l'ensemble du projet Volt est un projet de démocratisation, mais quand même, dans le programme, vous le mettez, ce mot de démocratie. Quelle est la proposition concrète que vous faites pour accélérer ou améliorer ou créer cet axe de démocratisation? Alors, pour nous, c'est très important d'avoir, comment dire, une plus de familiarité avec les institutions européennes. Donc, par exemple, pour nous, la Commission européenne doit devenir un gouvernement européen, donc, avec une première ministre qui peut être le Spitzenkandidat. Après, on veut remplacer le directorat général avec le propre ministère, avec une ministre. Et il ne faut pas 27 ou le nombre de pays, mais il faut aller avec la nécessité. Très important pour nous, c'est aussi... donc ça, c'est l'exécutif. Très important pour nous aussi dans la législative, c'est le droit de proposer les lois par le Parlement, parce qu'aujourd'hui, le Parlement n'a pas la possibilité de proposer de législation. Pour nous, c'est la seule institution qui est élue démocratiquement. Pour nous, c'est très important. Aussi, une de nos propositions principales, que le Parlement, selon un certain critère, peut-être 3 groupes, 10% des députés, peuvent aussi proposer des lois. Ensemble avec les conseils qui, pour nous, doit devenir une deuxième chambre. Donc, nous avons d'un côté le Parlement avec une représentativité selon la population et dans la deuxième chambre, une représentativité à l'égalité. Donc, pour nous, ça fonctionne bien dans plusieurs démocraties du monde et je pense aussi, nous pensons, si nous avons cette structure qui est plus similaire de ce que nous avons au niveau national, ça va aider aussi pour le citoyen lambda de mieux comprendre l'Union européenne. Parce que si vous avez aujourd'hui le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne, c'est déjà compliqué de l'expliquer qui fait quoi et comment ça fonctionne. Donc, voilà, dans cette volet, ce sont nos objectifs principaux aussi pour que le cours une vraie cour constitutionnelle de l'Europe. Donc, voilà, donc nous allons plus vers une structure comme un gouvernement, disons comme ça, qui nous semble plus apte pour une Europe qui doit devenir une vraie démocratie. Donc, comme j'ai dit au début, aujourd'hui, c'est plus une union économique. Si nous allons vers le volet démocratique, il faut réfléchir à quoi. Mais là, c'est du coup plutôt de la nature de la réforme institutionnelle. Est-ce que vous avez aussi des propositions sur notamment les campagnes européennes? Est-ce qu'elles doivent prendre de nouvelles formes, des circonscriptions uniques, des choses, des aspects comme ça qui pourraient... Et puis aussi quand même toute cette question, bien sûr, s'il se met à y avoir des institutions qui sont plus accessibles, plus compréhensibles pour les citoyens, ça aidera sans doute à les faire monter à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de transformation dans le système médiatique, enfin aussi ces aspects de base de la démocratie, c'est-à-dire les citoyens. Donc, disons, un problème pour nous, c'est que, par exemple, en France, nous avons les listes nationales qui vont élire des eurodéputés, mais il n'y a pas une vraie représentation. Avant, c'était au moins les listes régionales. Donc, il y a plus de proximité entre l'électeur et l'Europe, mais aujourd'hui, au niveau national, on va juste élire 80 personnes, 81. Et pour nous, c'est important d'avoir aussi plus d'ancrage, de savoir, OK, il y a une circonscription avec un représentant ou plusieurs qui vont être élus. Et comme ça, en tant que citoyen, je sais, OK, mon représentant au Parlement européen, c'est cette personne-là. Donc, j'ai plus de connexion avec l'Europe vis-à-vis d'aujourd'hui où ça reste c'est vague. Donc, il n'y a pas un représentant spécifique pour certains sujets et aussi pas pour certaines régions. Donc, nous sommes pour avoir des circonscriptions régionalisées qui dépassent, par exemple, aussi les frontières nationales. Donc,
mais je pense que c'est plutôt un projet à long terme. Et sur les autres questions, pour nous, c'est très important d'avoir des médias européens à un moment ou l'autre. Donc, nous prenons toujours Arte comme exemple qui est plus franco-allemand, mais aussi qui va dans la direction d'avoir plus de contenu de plusieurs États membres, de plusieurs langues différentes. Mais c'est dans le volet culturel. Il faut aussi avoir un équivalent politique informel, pas informel, d'information. Donc, nous voyons avec Euronews, qui est basé à Lyon, comment c'est difficile de faire vivre une telle idée. Donc, pour nous, c'était dommage que, je pense, c'est 6 mois où Euronews a licencié une grande part de leur effectif et aussi fermé plusieurs bureaux. Mais c'est pour nous important d'avoir cette idée de vivre dans une Europe et aussi d'avoir l'information, notamment ici en France, où l'Europe est presque jamais sur les radars médiatiques, pour avoir une alternative à fournir aux personnes qui s'intéressent. Parce que si nous laissons le paysage politique aux médias nationaux, il y a moins d'inclination de penser, de parler européenne. Donc pour nous, c'est important d'avoir aussi cette façon d'informer les citoyens sur les enjeux européens, pas seulement culturels, mais aussi en termes d'information essentielle qu'il faut avoir. D'accord, très bien. Du coup, je me permets, ça m'amène à une petite question. C'est sur la question des langues. Là, on est dans une émission qui s'appelle le European Citizen Radio, qui a été lancée par le European Democracy Lab de Ulrike Guérot depuis l'Allemagne et qui est multilingue. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, cette discussion que nous avons, un Allemand et une Française à Paris en français. Voilà, il y a des émissions de European Citizen Radio en allemand, en espagnol, en anglais, bien sûr aussi, etc. Par ailleurs, il y a une tendance en Europe qui est que tout ce qui est européen parle de plus en plus exclusivement anglais. Je crois que récemment, il a même été question de supprimer la deuxième langue de travail qui est le français. Oui, la deuxième, ouais, voilà. Enfin, donc de réduire, de supprimer, donc de mettre que à l'anglais. Alors bien sûr, d'un côté, on a effectivement des jeunes générations d'Européens qui parlent beaucoup plus l'anglais que sans doute les générations antérieures. Donc ça fait sens, ça permet quand même d'embarquer plus de monde. Mais il continue d'y avoir des gens qui du coup ne peuvent pas se reconnaître dans un système qui parle latin, on va dire. Et voilà, est-ce que vous avez des propositions là-dessus? Est-ce que vous travaillez dans beaucoup de langues? Comment ça se passe, la politique linguistique de Volt? Nous voyons à long terme la difficulté d'avoir des personnes qui parlent plusieurs langues et comment nous avons parfois des discussions qui sont juste grâce à la compréhension différente de langues. Mais pour nous, les langues sont un élément de notre diversité européenne. Et dans notre programme, nous demandons pour que chaque personne parle au moins 3 langues. Parce que de parler notre langue, donc moi aujourd'hui, nous parlons en français, mais une fois je pense de notre langage, ça donne une perspective très différente à ma langage maternel. Il faut cette perspective. Donc pour nous, on ne veut pas réduire l'Union européenne à un langage parce que on ne peut pas demander, je ne sais pas, en Catalogne, non plus de parler espagnol et après en plus anglais. Donc je pense que notre force, c'est notre diversité et il faut le garder. Donc pour nous, c'est important que, comme je dis, plus de perspectives, soit dans les échanges Erasmus, mais aussi dans le langage. Donc plus nous vivons cette diversité, plus nous devenons une société européenne. Je pense avec les outils technologiques, ça va être très facile dans l'avenir de traduire n'importe quelle langue dans n'importe quelle langue. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'enjeu de imposer une langue à tout le monde parce que on va pas gagner de points de sympathie comme ça. Non, voilà, c'est ça. Je crois aussi qu'effectivement, j'imagine mal que Volt fasse campagne en anglais en France. Ça, c'est voilà, c'est pareil dans pas mal de pays. Il faut garder la diversité et même dans le volet des 3 langues, on peut aussi ajouter, si quelqu'un veut apprendre une langue régionale ou l'espéranto, si nous avons toujours l'objectif de parler 3 langues, pour nous, c'est bien. Donc, bon.
Voilà. D'accord, c'est bien, on est d'accord là-dessus, et enfin sur plein de choses. Je voudrais réouvrir maintenant au-delà de Volt, que depuis votre angle de vue, comment décririez-vous aujourd'hui, on n'est pas encore, je ne sais pas si la campagne n'est pas encore démarrée officiellement, donc, mais comment voyez-vous le paysage de cette campagne européenne en France? On parle de vague bleue, je crois, voilà, qu'est-ce que vous discernez déjà depuis votre angle de vue? Donc je pense en 2019, c'était 30 listes presque qui sont présentées. Je pense, j'ai peur, ça va être similaire en 2024, même si c'est une élection à l'échelle nationale. Donc, c'est pour nous l'obstacle principal en France. C'est pas comme aux autres pays où il y a un bulletin unique. En France, chaque parti doit acheter le bulletin de vote et les professions de foi. Donc, il y a environ, disons, 40 millions d'électeurs. Donc, il faut trouver les moyens, comme petit parti politique, de financer 40 millions de bulletins de vote et aussi 40 millions de professions de foi, parce que une semaine avant les élections, les professions de foi sont envoyées à chaque ménage où il y a des électeurs inscrits. Si vous ne figurez pas parmi les professions dans cet envoi, vous n'existez pas vraiment. Donc, d'avoir la visibilité en tant que petit mouvement, c'est très difficile en France. Je peux donner aussi le contre-exemple. En Allemagne, il faut chercher 4000 signatures sur la rue. Nous l'avons fait dans, je pense, 2 ou 3 semaines. Et voilà, je pensais encore en cours, mais ils sont presque là. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir, et comme j'ai dit au début, de devenir une menace, de se présenter à une élection pour faire bouger les choses. Et donc, en France, c'est pour nous aussi l'enjeu principal maintenant de lever de l'argent pour pouvoir proposer nos idées aux électeurs. Je pense, en gros, c'est, comment dire, sentiment politique, il y a bon, il faut éviter de se trouver avec une majorité d'extrême droite au Parlement européen, notamment aussi en France, c'est le grand enjeu. Donc, si nous regardons les sondages, j'ai l'impression ça va être très difficile. Aussi, si je comment dire, il faut éviter de se diviser dans deux camps, ou aujourd'hui 3 camps, juste l'extrême droite, l'extrême gauche, et la majorité entre les 3. Je pense que notre société a beaucoup plus de diversité et de pluralité, et il faut trouver, dans une démocratie idéale, une façon pour que cette diversité est capable de vivre aussi dans l'élection. Donc, je dis toujours une démocratie, pour équilibrer une démocratie, c'est plus facile avec le parti politique autour d'un centre au lieu de partis politiques dans les extrêmes. Et donc, il faut, à mon avis, aussi plus réfléchir, penser comment on peut travailler ensemble en tant que parti politique dans le centre de spectre politique. Et donc, c'est aussi pour nous l'objectif en tant que Volt. Donc, bien sûr, on va essayer de montrer une liste toute seule avec 81 candidats, mais de faire 5%, de trouver l'argent, c'est très difficile toute seule. Donc, nous cherchons également de créer une coalition avec des autres partis politiques qui sont dans nos pensées pro-européennes. Bon, c'est le common denominator. Donc, et je pense que ça, c'est la seule option parce que ça ne fait pas beaucoup de sens de se présenter, faire 1 ou 2%. Rappelez-nous, donc, combien faut-il faire de pourcents pour envoyer un député C'est 5% pour avoir 5 députés. C'est ça. Mais si on fait 4-9, on a 0 député. Exactement. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai pour la France ou pour tous les pays européens? Il y a plusieurs pays avec des seuils différents, comme je vous racontais au début. Chaque pays fait sa propre soupe. Voilà, donc, c'est ça. Ouais. En et Allemagne, sur cet aspect-là aussi. sur cet aspect-là aussi. Donc, en Allemagne, il n'y a pas de seuil minimum. En 2029, ils vont introduire 2%. Ah oui. Donc, il faut aussi, c'est pas très contre ça, mais 5%, c'est énorme. C'est énorme, c'est 1 million de voix, plus ou moins. Donc, je dois convaincre 1 million de personnes. Oui. Beaucoup. Après, avec European Citizens Radio, on va commencer à essayer de vous amener du monde, parce qu'on a bien besoin de ce genre de parti. Qu'est-ce qui existe d'autre comme parti transeuropéen? Donc, je dis toujours, nous suivons un peu les traces que vous avez laissées.
Donc, je dois le dire. Aujourd'hui, je pense, nous avons bien sûr le parti politique européen, mais c'est toujours un amalgame de partis politiques nationaux qui se donnent une couleur et une acronyme. Mais dans le programme différent, donc pour moi, c'est pas la même chose comme Volt. Autre, peut-être on peut dire 25 en 2019. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, mais en 2019... Vous pouvez pas nous donner des infos sur Diem 25. Comment va Diem 25? Effectivement, qui est donc le parti qui a été créé par Yanis Varoufakis, qui est avant vous d'ailleurs, avant Volt, très à gauche, et qui a eu aussi quelques députés, non, c'est pas sûr. Ah non, ils n'ont pas réussi, eux. Ah, c'est bizarre. Pas au niveau européen. Ah oui, pas au niveau européen. Mais nous avons travaillé avec eux au municipal à Lille, parce que nous avons fait une coalition en 2019 et 2020, dans jusqu'avant les Covid et après le premier confinement. Entre nous, au niveau local, ça a super bien fonctionné, mais apparemment, c'était pas pris bien au niveau national que Volt fait partie d'une coalition avec Diem 25, parce que vous essayez de vous positionner beaucoup plus au centre que Diem 25. Oui, je pense. Mais justement, j'allais vous poser un petit peu cette question, parce que vous parliez de diversité, du centre, d'un centre large, j'imagine. Mais en fait, vos militants situent quand même sur un éventail assez large politique. Est-ce que justement, parce que nous, en tout cas, à l'époque des projets des partis politiques de Franck Biancheri, c'était vraiment... Officiellement, on disait qu'on n'avait pas de couleur politique, puisque le but, c'était d'ouvrir la porte de la démocratie européenne et qu'il fallait faire un front avec les forces centristes plutôt pro-européennes, en tout cas pas anti-européennes, et que droite, gauche, centre devaient travailler ensemble, parce que là, il y avait un travail important à faire qui nécessitait d'être nombreux. Est-ce que vous êtes un peu là-dessus et que vous jouez, du coup, et comment vous gérez à la fois cette diversité, qui est à la fois un atout, bien sûr, de créativité, d'innovation, d'idées originales, de trouver des solutions. En même temps, ça peut parfois être compliqué de gérer des gens qui peuvent avoir des idées très différentes sur le projet. Alors, pour nous, deux éléments sont importants. Le pragmatisme, donc nous pouvons parler en dehors des extrêmes avec tous les partis, parce qu'il faut échanger. Pour nous, le consensus est important, et dans les pays où nous avons déjà des élus au niveau municipal et aussi au niveau national, c'est notre façon à travailler. Le deuxième, c'est notre perspective pan-européenne. Donc pour nous, c'est, je dis peut-être comme une filtre sur Instagram européenne à chaque enjeu politique. Donc pour nous, nous essayons vraiment de le mettre l'accent au-dessous. Si je prends en France, nous disons toujours notre ADN, c'est les écologistes réalistes, le sociodémocrate progressiste, mais aussi la gauche de la majorité. Donc un certain social-libéralisme. Chaque pays, donc disons, si ça c'est nos trois éléments ADN, chaque pays ou chaque section de nous utilise, ils mettent l'accent chacun un peu différent. En France, je pense que nous sommes plus sociodémocrates progressistes. Si je prends les Pays-Bas, je pense qu'ils sont beaucoup plus social-libéralisme, mais c'est un peu nos trois couleurs, disons comme ça. Je pense que la plupart de la population peuvent se trouver dans cette triangle. Je suis aussi d'accord avec vous. Parfois, à long terme, ça fait débat s'il faut se mettre d'accord sur certaines positions. Mais je pense que c'est bien d'avoir cette discussion à long terme pour trouver des accords, ensuite de le faire avancer. Que diriez-vous qu'est le plus petit commun dénominateur, justement? Vous avez l'impression est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait consensus, sur lequel vous pouvez vraiment jouer pour embarquer du monde? Est-ce que c'est de la démocratisation, justement, ou est-ce que c'est l'environnement, ou est-ce que c'est... Mais l'environnement est traité par tout le monde, donc du coup, comment faire la différence? Le pan-européisme, je reste... Pan-européisme, vous pensez que c'est vraiment petit? D'accord, ok, très bien, intéressant. Juste, on arrive au terme de notre entretien. Merci d'y avoir participé, Sven, mais une petite dernière question très pragmatique. Donc, vous espérez, d'après vos calculs, au niveau européen et au niveau français, raisonnablement, qu'est-ce que vous espérez avoir comme résultat lors des prochaines élections européennes? Alors, si je suis le sondage officiel, nous sommes à un siège en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, j'espère que ça va être le minimum. Puis, j'espère d'avoir
que nous avons des chances aussi en Belgique, parce qu'il y a l'ancien président de N66, Sophie in 't Veld, qui est aujourd'hui notre deuxième eurodéputée, qui a rejoint Volt Belgique pour prendre la tête de la liste néerlandaise, parce qu'en Belgique, chaque pays fait sa propre soupe. Il y a deux listes, une liste française et une liste néerlandaise. Également en Chypre, où nous venons il y a quelques semaines de créer Volt, notre section propre. Et il y a apparemment aussi une députée verte qui est en cours de nous rejoindre. Donc, ils ont une certaine puissance. Donc, j'espère aussi aux élections européennes, ça va peut-être s'y jouer. Et pour nous aussi en France, parce que la France, c'est une pays motrice de projet européen. Et nous voulons à long terme de Volt jouer notre rôle et aussi au scrutin, aux élections. Donc nous avons l'ambition de faire élire au moins une députée en France. C'est le travail. Nous menons, je mène. Bon, ça va être pas facile, mais rien n'est facile aujourd'hui. Donc... Non, c'est vrai, bravo, c'est très courageux. D'une certaine manière, en vous écoutant, je me dis, c'est la première fois que je me fais d'ailleurs cette remarque, de me dire que finalement, la France se tire un peu une balle dans le pied pour essayer de compter au niveau européen, parce que là, c'est pas un des pays les plus faciles pour arriver à amener des Français sur ce genre de plateforme et de succès. Enfin, c'est plus difficile d'imaginer un succès de Volt France compte tenu de toutes ces contraintes, à la fois de financer les bulletins de vote, les seuils qui sont très élevés, etc. Est-ce que c'est une cible? Est-ce que la France n'aurait pas quand même un intérêt aussi, si elle veut compter via ses citoyens au niveau européen, à essayer de simplifier un petit peu l'accès de ses citoyens à des niveaux européens de politique? Grand oui, mais pour moi, yes. Donc pour moi, je regrette que c'est assez compliqué parce que je pense aussi l'abstention aux élections est un résultat de ne pas penser d'être représenté aujourd'hui. Et donc, si nous laissons un système assez fermé comme aujourd'hui en France, où il y a le parti politique de longue date, ou le mouvement qui ont beaucoup de moyens de financement pour s'imposer, si on laisse juste ces 2, 3, 4 mouvements gérer toute la démocratie, on ne va pas aller très loin aussi avec la participation des citoyens, parce que nous sommes dans une société qui, comme je dis, est très diverse, avec des intérêts très diversifiés. Et aussi, il y a des pays comme l'Allemagne qui montrent que ça fonctionne sans seuil minimum, et que les députés qui sont élus rejoignent les groupes au Parlement européen, ils font un super travail. Donc, de dire 5% c'est nécessaire pour travailler au Parlement européen, c'est pas vrai, parce qu'il y a pas mal de pays qui montrent que ça fonctionne même avec des représentants de petits partis. Et c'est pour nous aussi l'ADN européen, c'est la diversité. Donc aussi en France, notre société est très diverse et il faut rassurer qu'il est représenté au Parlement européen. Donc si nous voulons plus de participation dans un scrutin comme les élections européennes, c'est nécessaire d'avoir plus de possibilités, d'avoir plus des idées représentées au Parlement. Exactement. Ça peut-être donne un axe spécifique d'ailleurs d'action de Volt France au sein de Volt Europe sur d'influence aussi du niveau peut-être national à ce moment-là, aussi d'améliorer. Poussons cette idée, bien sûr. Bravo en tout cas et merci de ça. Bon courage, plein succès et merci beaucoup de nous avoir accordé cette 50aine de minutes. À bientôt Sven Frank. Au revoir, à bientôt. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. This podcast is only possible because of you. The countless viewers and listeners support our work through donations. If you would also like to contribute to the success of this project, please click on the corresponding button on our website www.europeandemocracylab.org. Thank you. Jestem Europejczykiem. Esu Europieter. Sunt cetățean al Europei. Я гражданка Европы. Я громадянка Європи. Esu Europieter. Moi, je suis un citoyen européen.